que je connais l'attachement durable de mon épouse, le professeur Sababou Salam, à cette université où nous parlons maintenant. Alors, je voudrais faire ici un plaidoyer pour le livre, car c'est évidemment, on a prédit plusieurs fois la mort du livre. D'abord, on a prédit la mort de l'écrit, quand il y a eu le déferlement de la télévision, de la publicité, et tout ça, le règne de l'image, désormais, n'a pas de sens. Et le cinéma lui-même est devenu un élément de la culture, tel qu'il faut dire, ceci nous économise la lecture du livre. Mais nous avons vu paradoxalement, avec le numérique, avec l'électronique, retrouver le sens par rapport à l'image. Mais on pourrait dire aussi que l'ordinateur lui-même est l'ennemi du livre, ou plutôt il tente à l'asphyxier. Pourquoi? Parce qu'il est possible aujourd'hui de lire sur un écran le contenu de tous les livres que nous désirons. Et donc, à ce moment-là, pourquoi donc cette chose matérielle qu'est le livre? Et pourtant, le livre résiste. Il résiste, il a résisté à la télévision, il a résisté à l'ordinateur, il a résisté au cinéma. Le cinéma, non seulement on peut le trouver, du moins dans mon pays, dans les grandes surfaces, non seulement on peut l'acquérir par des dispositifs comme Amazon, mais aussi ce qui est très important, en tout cas dans mon pays, c'est que les petits libraires continuent à vivre et qu'ils continuent à jouer un rôle essentiel par leur relation personnelle avec les lecteurs, les acheteurs, en leur conseillant, en leur déconseillant. Autrement dit, vous avez une vitalité. Le livre ne fait pas que survivre, il vit. Et vous avez les salons du livre, comme si, disons, ce qui n'existait pas encore il y a 50 ans, ils se sont multipliés. Et j'ajoute aussi que, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé au Maroc pendant le premier confinement, mais celui-ci n'a pas seulement favorisé l'écoute de la musique, les émissions de séries télévisées, il a énormément favorisé l'achat de livres comme si c'était un besoin contre lequel on ne peut rien. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est pourquoi le livre vit. Parce qu'il a un caractère unique. Son caractère unique, c'est que son contenu est spirituel, ce sont des choses qui viennent de l'esprit, et inséparable d'une base matérielle qui est le papier. Le livre est un objet, mais un objet qui n'est pas un objet comme les autres. On peut dire que c'est un objet très personnalisé, on peut dire comme on a son iPhone, mais d'une autre forme de compagnonnage. Ce livre-là, nous pouvons, à la différence des tableaux, nous n'avons pas cette liberté de passer d'une page à l'autre, de sauter, de revenir, d'annoter, de souligner ce qui est important. Autrement dit, le livre, nous intégrons notre propre personnalité dans le livre que nous aimons et par ce toucher, cette habitude que nous l'avons et le souci que nous l'avons de garder en bibliothèque au lieu de dire bon, nous l'avons lu, nous le jetons. Le livre est pour nous psychologiquement et sociologiquement un objet particulièrement précieux. Il est, disons, cette manipulation incessante qui nous fait prendre, et vous savez que par la main,
et le cerveau sont profondément liés, vous avez cette chose qui nous la rend si chère. Et lire un livre, quand nous l'avons dans notre bibliothèque et que nous l'avons aimé, nous avons parfois la pulsion de relire quelques pages, ou moins de le relire en entier. Donc, si vous voulez, le livre, c'est une des raisons, on a ajouté d'autres, qui fait que nous sommes attachés. Bien entendu, il faut commencer par lire un livre. Et pour connaître cette chose-là, c'est pour ça que du point de vue de l'éducation, il est extrêmement important d'enseigner à lire dans les livres pour donner cette habitude et pour donner ce souci permanent d'avoir cet ami présent aux côtés de soi. Ce que je voudrais dire, et peut-être ici je vais me hasarder à donner des exemples personnels, c'est que le livre, surtout pour l'adolescence, c'est-à-dire le jeune en période scolaire, en période d'études secondaires, peut-être déjà universitaire, mais surtout secondaire, que pour ce jeune-là, souvent, des livres vont jouer un rôle clé, un rôle foudroyant. Pourquoi? Parce que la jeunesse, souvent, recherche sa propre vérité et brusquement, on trouve dans un livre la révélation de ce que l'on cherchait, qui était déjà en soi, mais que l'on ignorait. J'ai découvert un auteur français aujourd'hui oublié, qui s'appelait Anatole France, et dont les ouvrages romanesques témoignaient toujours d'un scepticisme aimable. Et ça m'a beaucoup influencé. Il m'a appris à douter bien entendu de tout, mais à douter du doute aussi, parce que quand on doute, il faut douter de la pertinence de tous les doutes. Mais il m'a appris ceci, mais presque aussitôt après, j'ai eu une autre lecture fulgurante qui fut celle de Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, le grand écrivain russe. Et celui-ci il m'a enseigné quand même deux choses. La première, c'est la compassion pour les humbles, pour les malheureux, pour les humiliés. Et la deuxième, c'est la complexité humaine à travers des personnages qui ne sont pas comme nous sommes, nous tous, mais qui ne sont pas d'une seule pièce, qui ne sont pas monolithiques, qui ont des aspects contradictoires dont il a dû si bien rendre compte. Et puis, pour parler d'autres auteurs, toujours de moi-même, pourquoi la lecture de Montaigne fut aussi décisive. Il a écrit une seule phrase qui fonde l'humanisme. Il a dit, pour moi, tout homme est mon compatriote. Et avec cette petite phrase, je crois qu'il a tout dit sur le caractère de tout ce qui nous lie, humains de toute culture, de toute nation et de tout pays. Et puis pour moi, je dois dire que la lecture, plus elle était étendue, plus je voyais des choses qui apparemment étaient contradictoires, et plus il me semblait en même temps nécessaire l'une et l'autre. Par exemple, Voltaire, son côté critique, ironique, rationaliste. Et de l'autre côté, Rousseau, avec son côté sentimental, son amour de la nature, son souci du bonheur humain. Et pour moi, ces deux auteurs qui se combattaient sont complémentaires, comme pour moi, par la suite, disons, les Lumières, c'est-à-dire la rationalité, est complémentaire au romantisme qui est arrivé au siècle suivant et qui, lui, c'est l'émotion, c'est la passion. Et pour moi, et je pense que c'est un problème éducatif très, très important, il faut enseigner aux enfants
à pouvoir lier inséparablement la raison et la passion, parce que la passion, sans la raison, s'égare et devient délire, mais que la raison froide et glacée est inhumaine, c'est la raison des chiffres, des statistiques, et oublie que nous sommes des êtres de souffrance ou de bonheur. Donc, si vous voulez, c'est à travers ces auteurs que l'on peut commencer à se faire une idée, un sentiment profond de l'humanité. Et j'ajoute, pour le dernier cas, en ce qui me concerne, puisque j'avais 20 ans et que je me lançais dans la résistance contre l'occupant, puisque la France était vaincue et occupée, la lecture de Rimbaud, dans Une saison en enfer, de cette révolte adolescente, de ces aspirations de l'adolescente à un autre monde, à une autre vie, comme il disait, la vraie vie est absente. Cette chose m'a transporté, mon enthousiasme m'a aidé, m'a animé. Et quand il termine la saison en enfer en disant « Et armés d'une ardente patience, nous entrerons dans les splendides villes », il y a quelque chose qui ouvrait pour moi des espoirs, même si ces espoirs, après, ont été en partie déçus. Donc, je me suis permis de donner mon exemple pour dire à quel point un livre peut nous aider à devenir nous-mêmes et à nous former. Et je veux en venir à une chose qui peut sembler éloignée de la pédagogie, éloignée, disons, de la connaissance, qui est le roman. Parce que le roman, évidemment, c'est une histoire, c'est une évasion. Vous lisez le roman comme vous voyez un film, vous vous évadez dans un univers qui a toutes les apparences de la réalité, qui est imaginaire, avec des personnages qui aussi sont très vivants, mais sont complètement imaginaires. Vous vous semblez vous évader. Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que dans cette évasion, vous découvrez le monde. Là aussi, je peux vous donner mon exemple. Je dois dire qu'adolescent, j'ai beaucoup lu, et chaque fois que je lisais, que ce soit Balzac, que ce soit Proust, que ce soit Émile Zola, pour parler des grands auteurs français, je découvrais l'histoire, la société, les rapports humains, je découvrais la complexité des individus, je découvrais donc, si vous voulez, le roman n'est pas seulement une évasion, un divertissement, c'est un document précieux, je dirais, complémentaire aux sciences humaines, parce que à la psychologie, c'est très bien, mais le roman nous montre des êtres concrets, vivants, aimant, souffrant, se disputant. Nous voyons dans leurs relations sociales, dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur période historique, nous voyons tout ça, alors qu'à l'université, nous séparons ces choses, la psychologie, l'histoire, la sociologie, etc. Et grâce au roman, nous trouvons tous ces éléments et nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes et sur la société et sur notre temps présent. Donc, je dirais que le roman est une contribution essentielle à la connaissance et à la formation. Et donc, et quand je parlais, je donnais des exemples français, mais je dois attester aussi la richesse désormais des romans marocains qui sont romans de femmes, romans d'hommes, et qui eux-mêmes donnent des plongées dans la vie, dans la société marocaine, aussi profonds et aussi utiles que des documents. Donc, ce plaidoyer pour le roman et pour insister sur son rôle formateur et éducatif. Alors, j'en viens au livre universitaire, bien entendu, puisque sans faux, c'est tout ce que nous faisons est centré sur cette finalité de la défense et l'illustration du livre universitaire. Alors, je crois que là aussi, il faut penser que
les livres de scientifiques sont évidemment des compléments nécessaires qui permettent la réflexion de l'étudiant, de l'élève, après le cours, qui permettent de prolonger, qui permettent, autrement dit, le cours donne le temps de la réflexivité. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est le livre d'histoire. Ce sont les manuels d'histoire. Je ne connais pas très bien vos manuels, mais je sais que ce qui est très important, c'est que tout d'abord, ils permettent aux jeunes, aux adolescents, de s'incorporer leur propre identité nationale à travers leur histoire. Et au Maroc, c'est d'autant plus intéressant que le Maroc est une nation qui n'est pas une nation récente, ce n'est pas une nation qui s'est fabriquée par la décolonisation, c'est une nation qui a des siècles et des siècles derrière elle. C'est une nation qui a une histoire extrêmement riche, comme toute grande nation, avec ses moments admirables et ses moments petits. Et c'est une histoire civilisatrice aussi extraordinaire, à travers, disons, les relations qui se sont tissées entre arabes, berbères, musulmans, juifs, et surtout à travers cette chose qui est profondément marocaine, qui sont les siècles de Andalousie, dans laquelle une civilisation s'est véritablement épanouie. Donc, je pense que c'est très utile, surtout dans notre époque où l'on vit dans l'immédiat, où l'on ignore souvent les événements d'il y a 20 ans. Je pense qu'il est capital de cette immersion dans l'histoire et dans l'histoire évidemment de son pays. Mais l'histoire de son pays ne peut pas être isolée, bien entendu. Elle ne peut pas être isolée, dans votre cas, du Maghreb, du monde arabe, de la conquête islamique. Elle ne peut pas être isolée aussi de l'histoire mondiale. La colonisation, elle a pesé aussi sur le Maroc, évidemment à partir du début du XXe siècle, sous la forme la moins atroce qui est le protectorat, alors que l'Algérie a connu bien pire. Mais et désormais aussi le Maroc fait partie de la mondialisation. Cela a commencé aussi les premiers comptoirs portugais qui se sont installés à Essaouira, sur la côte marocaine. Le Maroc est présent donc, et je pense que désormais, avec la mondialisation, celle-ci, si incomplète soit-elle, et quand même nous donne une conscience que nous sommes tous désormais dans une aventure humaine commune dans laquelle il y a évidemment l'originalité, la spécificité de sa nation, mais en même temps la communauté de destin de tous les êtres humains. Et pour en terminer avec le livre universitaire, je pense que les livres de philosophie sont eux-mêmes très importants, car vous êtes ici au carrefour quand même de deux univers philosophiques qui se sont déjà rejoints. C'est-à-dire que déjà dans le passé, ce sont des traducteurs syriaques qui ont traduit les philosophes grecs en langue arabe. Et les philosophes arabes, Avicenne, Averroès, eux-mêmes sont arrivés en Occident à travers justement le Maroc et les Andalousies et l'Espagne. Donc, si vous voulez, cette symbiose entre de civilisation et de culture est très riche et c'est aujourd'hui où on a besoin que les cultures se comprennent les unes les autres. On voit que vous autres Marocains, vous êtes particulièrement bien placés pour justement cette symbiose, cette communication, cette convivialité, mieux qu'une coexistence pacifique, une convivialité entre les différentes cultures. Et je pense que la philosophie, les ouvrages de philosophie universitaire que je ne connais pas,
devrait insister sur cet écuménisme qui se trouve ici, chez vous, et qui est à développer. Alors, je reviens au livre. Je reviens au livre en disant, il y a quelque chose de très beau dans le livre, c'est la relecture. C'est le livre compagnon de vie, ami présent dans ma bibliothèque. Je le reprends. Et quand j'ai envie de relire, je relis mon philosophe favori, qui est le vieil Héraclite. Je relis Pascal, qui a le sens des contradictions humaines. Je relis Tolstoï, je relis Dostoïevski, je relis. Et je pense que relire nous fait découvrir sous un nouvel aspect le livre qu'on a lu une fois. Chaque relecture nous enrichit. Nous sommes différents. Parce que, je vais vous dire une chose, l'auteur d'un livre, vous allez me dire, ben, évidemment, c'est celui qui l'a écrit. Il n'est pas tout seul. Il y a un deuxième auteur. Ben, c'est le livre lui-même qui, vous savez, c'est comme l'embryon dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas sa mère qui l'a fabriqué, hein, mais c'est sa mère qui l'a nourri. Et l'embryon, il se développe tout seul, mais grâce, bien entendu, à sa mère. Et le livre, c'est ça. Il commence à vivre tout seul et il commence à exiger de son auteur, aide-moi, nourris-moi, développe-moi. Le livre lui-même est son propre auteur en même temps que l'auteur du livre. Alors, mais il y a aussi un autre auteur, c'est évidemment la culture dans laquelle écrit l'écrivain qui a fait ce livre, que ce soit de philosophie, que ce soit de roman. Cette culture est présente avec son langage, ses mœurs, elle ne peut pas. Don Quichotte, par exemple, est d'un siècle, et Shakespeare est d'un siècle, et en même temps, évidemment, ils sont universels. Et je veux dire qu'il y a la culture et les préoccupations d'un siècle qui sont là. Mais j'ajoute aussi qu'il y a un dernier auteur, et le dernier auteur, c'est le lecteur. Pourquoi? Parce que quand vous avez un livre qu'on ne lit pas, les lettres, ce sont des signes morts, il est mort, et quand vous avez le lecteur, vous le ressuscitez, les signes deviennent des lettres qui ont un sens, les mots se joignent aux mots, les phrases, vous commencez à en comprendre et vous entrez dans le livre. Si vous n'êtes pas là, le livre meurt. Donc, le lecteur est aussi co-auteur du livre. Alors, il faut penser à toute cette richesse que contient le livre. Alors, maintenant, je vais terminer. Il y a d'abord, si vous voulez, j'ai parlé au début des médias, de la télévision, mais je veux revenir à quelque chose de plus antérieur et de plus préliminaire, qui est la relation orale-écrit. Alors, dans cette relation écrit-orale, il est certain qu'il y a une complémentarité extrêmement grande. L'oral du professeur, du conférencier, évidemment, est nécessaire, mais non moins nécessaire, et l'écrit du livre ou le même l'écrit des notes que l'on a prises. Alors, là, vous avez quand même cette chose importante qu'il y a la relation avec l'oral, la relation avec l'image qui peut être très correcte, il peut y avoir des illustrations, la couverture peut être une belle couverture avec une belle image, mais évidemment, nous ne sommes pas dans l'univers uniquement de l'image est utilisée. Donc, j'insiste sur la complémentarité du livre avec tous les autres moyens d'expression et de communication. Et je pense qu'il est important d'enseigner tout ceci
aussi bien dès le primaire, bien entendu dans le secondaire et dans le supérieur. Il est important aussi, car la vie du livre, j'ai parlé pas seulement de la survie, mais la vie intense du livre, la vie qui nous nourrit, cette vie-là, elle est nécessaire et vitale pour la culture de chaque pays, votre culture marocaine, la culture universelle. Merci à vous, messieurs, dames.